On dit souvent que le cerveau humain, c'est l'objet le plus complexe de l'univers connu. Mais comment a-t-on bien pu commencer à percer ces secrets? Comment les tout premiers scientifiques ont-ils dessiné les cartes de ce continent intérieur? C'est la grande question, n'est-ce pas? Comment savoir quelle partie du cerveau fait quoi? D'où viennent nos pensées, nos émotions, nos souvenirs? Pendant des siècles, le cerveau, c'était une sorte de boîte noire, un territoire sans carte, un vrai mystère. Alors pendant des siècles, ça a été un mystère complet. Et ce qu'on va voir ensemble, c'est justement l'histoire de comment la science a commencé à dessiner cette toute première carte. On part pour un voyage dans le temps, à la rencontre de pionniers armés de scalpels, oui, mais surtout d'une curiosité insatiable qui ont commencé à lever le voile. Préparez-vous, on explore les toutes premières cartes du cerveau. Première étape de notre voyage, le cerveau inexploré. Au tout début, il faut s'imaginer que le cerveau était vu comme une masse homogène, une sorte de boîte noire insondable. L'idée qu'il puisse être composé de différentes régions avec des fonctions bien distinctes était encore loin. L'idée de zones cérébrales spécialisées était complètement révolutionnaire. Mais pour la prouver, il fallait de nouveaux outils pour explorer ce paysage intérieur. C'est vraiment la technologie qui a été la clé, celle qui a ouvert la porte de la cartographie cérébrale. Pour cartographier un territoire inconnu, la première chose à faire, c'est d'en dessiner les contours. Logiquement, les premières découvertes sont donc venues de l'anatomie, en étudiant la structure même du cerveau. Et là, de nouvelles techniques ont permis de faire un bond de géant, la fixation à l'alcool d'abord, pour enfin pouvoir préserver les tissus. Ensuite, la dissection du cerveau entier, et pas juste de petites tranches, pour voir les grandes connexions nerveuses. Et enfin, le microscope qui a ouvert une fenêtre sur un monde cellulaire totalement invisible. Petit à petit, la carte du cerveau commençait vraiment à prendre forme. L'un des grands pionniers dans ce domaine, c'est Franz Joseph Gall. C'est lui qui, le premier, a suivi les fibres nerveuses depuis la moelle épinière jusqu'au cortex. Il a montré que la matière grise, ce n'était pas juste une enveloppe en surface, mais qu'elle existait aussi en profondeur. Surtout, il a défendu l'idée que le cortex était un centre de traitement complexe recevant des informations de tout le corps. Une vraie révolution. Et puis, il y a ce chiffre, 6. Un chiffre simple en apparence, mais qui va devenir absolument fondamental pour comprendre la structure du cortex. 6. Pourquoi 6? Parce que Jules Baillarger a fait une découverte capitale. Le cortex n'est pas uniforme, il est organisé en 6 couches distinctes. Plus important encore, l'épaisseur de ces couches varie selon les régions du cerveau. Et si la structure varie, eh bien peut-être que la fonction varie aussi, non? C'était un indice crucial pour la suite. En partant de cette idée, d'autres chercheurs ont identifié deux grands types de câblage. D'un côté, les fibres de projection qui connectent le cortex au reste du corps. On les trouve surtout à l'arrière du cerveau et elles se développent tôt. De l'autre, les fibres d'association, qui relient les différentes zones du cortex entre elles. Celles-là sont plutôt à l'avant et se développent bien plus tard. Cette distinction a tout de suite suggéré une sorte de division du travail. L'arrière pour les sens et l'action, l'avant pour des fonctions plus complexes. Bon, avoir une carte physique, c'est une chose. Mais pour savoir à quoi servent les différentes villes, le mieux, c'est d'interroger les habitants. La prochaine étape, c'était donc de réussir à faire parler le cerveau. L'idée était audacieuse. Et si on pouvait interroger le cerveau de son vivant? On passait de l'observation passive, de l'anatomie statique, à l'expérimentation active, à la physiologie dynamique. C'était une percée conceptuelle énorme. La clé pour ça, ça a été la stimulation électrique. En appliquant un tout petit courant directement sur le cortex d'animaux, des chercheurs comme Fritsch et Hitzig ont pu, pour la toute première fois, provoquer une réaction. Le cerveau n'était plus silencieux, il répondait. Et là, c'est le moment Eureka. En stimulant une zone précise du cortex, ils ont provoqué le mouvement de la patte d'un animal. C'était la preuve irréfutable que des fonctions spécifiques étaient localisées dans des régions précises du cerveau. Le cortex moteur venait d'être découvert. Mais la preuve la plus directe, et sans doute la plus humaine, est venue de la tragédie, lorsque des accidents de la vie ont créé des sortes d'expériences naturelles. Un médecin, Jean-Baptiste Bouillot, en observant ses patients, a remarqué une corrélation assez frappante. Les personnes qui perdaient la capacité de parler avaient quasiment toujours une lésion dans la partie avant du cerveau. La théorie de la localisation des fonctions venait de gagner un argument de poids. Et puis il y a eu le cas qui a tout changé. Le patient de Paul Broca, surnommé Tan parce que c'était le seul mot qu'il pouvait encore prononcer. L'autopsie de son cerveau a été un tournant. Elle a révélé une lésion très précise dans le lobe frontal gauche, confirmant de manière spectaculaire le lien entre une région cérébrale et une fonction cognitive. Un peu plus tard, Karl Wernicke a découvert des patients qui, eux, pouvaient parler, mais dont le discours était totalement incohérent. Leur lésion se situait dans une autre région, le lobe temporal. Ça a montré que le langage n'était pas seulement localisé, mais que ses différentes fonctions, comme la production et la compréhension, l'étaient aussi dans des zones distinctes. D'accord, la carte se remplissait. Elle devenait de plus en plus précise. On avait des zones pour le mouvement, la parole, la compréhension. Mais plus la carte devenait détaillée,
plus les questions devenaient complexes. Par exemple, la grande question « Où se cache l'intelligence ?» Le débat faisait rage. Pour certains, comme Ferrier, elle résidait dans les lobes frontaux. Pour d'autres, comme Munk, elle était partout et nulle part à la fois. La cartographie du cerveau montrait ses limites. Et pourtant, cet effort de cartographie va atteindre son apogée avec ce nombre, 52. 52, comme les 52 aires identifiées par Korbinian-Brodmann. Il a créé la carte classique du cortex humain. En se basant sur la structure cellulaire de chaque région, il a identifié ces 52 zones distinctes. Cette carte, les fameuses aires de Brodmann, est tellement fondamentale qu'elle est encore utilisée aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard. Le travail était colossal. Grâce à ces pionniers, la géographie du cerveau était enfin connue. Une masse mystérieuse était devenue un atlas de régions fonctionnelles. La carte était dessinée. Mais, et c'est un grand mais, le plus grand mystère demeurait. Parce qu'au fond, dessiner la carte, ce n'est pas la même chose que de comprendre le pays. La question ultime reste entière. Comment cet assemblage de zones, cette géographie de neurones, donne-t-elle naissance à la conscience, à la pensée, à l'expérience subjective d'être ? Soit, la carte est dessinée, oui, mais l'exploration, elle, ne fait que commencer.